Bonjour, eh bien nous allons entamer aujourd'hui une série de leçons consacrées au contrôle fiscal. Je sais, c'est une question importante et sensible pour les entreprises. Alors nous allons commencer donc aujourd'hui par cette première leçon sur les méthodes du contrôle fiscal, avant ensuite d'entrer un peu dans le détail. Alors, dans le contrôle fiscal, voyez-vous, la première chose importante pour l'administration, ce sont les moyens d'information. Il faut que l'administration, pour faire son contrôle, doit être informée, n'est-ce pas? Donc, il faut commencer par ça, parce que c'est le point fondamental. Et ensuite, on pourra examiner quelles sont les différentes méthodes de contrôle à la disposition de l'administration, méthodes sur lesquelles on aura l'occasion de revenir pour une réglementation plus détaillée. Alors, les moyens d'information. D'abord, premier moyen d'information, les demandes aux contribuables, ce qu'on a commun d'appeler la confession fiscale, voyez-vous. Alors la demande contribuable, là, il y a trois catégories de demandes possibles qui ont des réglementations différentes. D'abord, la demande générale, je veux dire, de renseignements, vous voyez. L'administration peut demander des renseignements sur toute question. Dans ce cas, la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de défaut de réponse. Enfin, il vaut mieux répondre, parce que alors si on ne répond pas, évidemment, peut-être que l'administration enclenchera une procédure plus contraignante, puisqu'en l'absence de réponse, ce serait en quelque sorte suspect. On dit si le contribuable ne répond pas, c'est qu'il a des raisons, il y a de ne pas répondre, il y a des choses à cacher. Et puis il y a la demande d'éclaircissement, vous voyez, la notion renseignement, éclaircissement, le mot est important. Les éclaircissements, là, les demandes ne peuvent porter que sur des mentions qui figurent dans la déclaration. Le contribuable a fait des déclarations, par exemple, la déclaration d'impôt sur le revenu, et donc l'administration estime qu'il peut y avoir une contradiction entre deux éléments, ou qu'il y a des lacunes là dans certaines déclarations. Elle peut lui demander des éclaircissements. Oui, le terme dit bien ce qu'il veut dire. Éclairez-moi, dites-moi, informez-moi. Et alors là, la loi prévoit qu'en l'absence de réponse, il y a une conséquence, c'est-à-dire une procédure que nous verrons dans d'autres leçons, c'est-à-dire une procédure de taxation d'office, le cas échéant. Troisième demande, alors là, beaucoup plus contraignante, une demande de justification. Alors oui, justification, le mot là dit bien ce qu'il veut dire. Il faut aller plus loin que l'éclaircissement, il faut justifier un certain nombre de choses. Alors comme là, c'est beaucoup plus contraignant pour le contribuable, là, la loi énumère limitativement les cas dans lesquels l'administration peut demander des demandes de justification. Alors les cas, c'est la situation où les charges de famille, vous voyez. Bon, on peut demander la justification, par exemple, des enfants. Bon, il fut un temps, maintenant je pense que tout ça est un tout petit peu dépassé, encore que, il fut un temps où une des fraudes consistait à s'inventer des enfants. Oui, ça pouvait arriver, mais non, je crois que ça, c'est une fraude qui est moins pratiquée. Alors, premier cas, les charges de famille, les charges qui ont été retranchées du revenu brut global. Vous vous souvenez qu'on a des charges globales, par exemple les pensions alimentaires en particulier, vous voyez, ou qui ouvrent droit à une réduction d'impôt, pension alimentaire, voir si par exemple la pension que l'on verse est véritablement justifiée, les avoirs ou les revenus d'avoir à l'étranger, pour demander des justifications là-dessus. Ensuite, pour demander des justifications sur la détermination des revenus fonciers, vous voyez, par exemple, sur les dépenses qu'on a déduites, dépenses d'entretien, par exemple, dépenses de réparation, dépenses d'amélioration. Vous savez, les dépenses d'amélioration, il y a fréquemment des demandes de justification là-dessus, puisque les dépenses d'amélioration sont déductibles, sauf s'il s'agit de véritables reconstructions. Et donc, l'administration, souvent, demande des justifications pour voir s'il s'agit véritablement de simple amélioration et pas d'une reconstruction. On peut demander aussi, l'administration peut demander des justifications sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou sur les plus-values immobilières. Là aussi, par exemple, sur les prix qu'on a pu pratiquer, notamment, vous voyez. Et puis, il y a un dernier cas de demande de justification, qui est d'ailleurs le cas le plus redoutable, c'est lorsque l'agent de l'administration, n'est-ce pas, a réuni des éléments qui lui permettent d'établir ou qui lui permettent de penser que le contribuable a des revenus plus élevés que les revenus qu'il a déclarés, qu'il n'a pas tout déclaré, disons les choses plus brutalement. Et alors, dans ce cas, vous voyez, la condition, quand on dit il a réuni des éléments, la condition qui va justifier donc la demande de justification, cette condition est réputée remplie lorsque
le total des montants crédités sur les relevés de compte, le compte bancaire, représente au moins le double des revenus déclarés, ce qu'on appelle la règle dite du double tout simplement, ou si ces montants excèdent les revenus déclarés d'au moins 150 000 euros. Et donc dans ces cas-là, vous voyez, l'administration pourra adresser une demande de justification, voyez, grosso modo en disant comment se fait-il que vous ayez déclaré si peu alors que les revenus qui ont été, enfin les produits qui ont été crédités sur vos comptes sont si élevés? Il faut justifier. Ça, on peut le justifier, n'est-ce pas? On peut justifier que les sommes que l'on a sur le compte proviennent d'une source qui ne serait pas imposable à l'impôt sur le revenu. Oui. Prenons un petit exemple, ce qui nous permettra de faire un retour en arrière sur une leçon précédente. Vous vous souvenez peut-être quand on a parlé des droits d'enregistrement, quand on a parlé des donations, quand on a parlé des dons manuels. Vous connaissez les dons manuels? Les dons de la main à la main, les dons d'argent, n'est-ce pas? Et je vous ai dit qu'ils ne sont pas imposables, sauf, notamment, un des cas d'imposition, c'est lorsque le contribuable les déclare à l'administration. Et pourquoi les déclarer? Vous voyez? Eh bien pour ça. Vous voyez, pour ça, souvent c'est ça, vous voyez, en disant, d'où viennent les sommes qui ont été créditées sur votre compte là? Ah ben oui, c'est un don manuel, c'est un don que m'ont fait mes parents. Ah bon, ben très bien. Donc dans ce cas, vous avez justifié. Du coup, d'ailleurs, l'administration ira voir les parents en disant, ben au fond, il faut maintenant payer les droits de donation, vous voyez, dans ces cas-là. Mais c'est pour ça qu'on les déclare, les dons manuels, parce qu'une des justifications, c'est souvent celle-là. J'ai reçu un don, ou alors j'ai eu un revenu exonéré, ça peut arriver aussi, vous voyez. Donc, il y a donc ici, ça, c'est les demandes aux contribuables, c'est-à-dire ce qu'on appelle, vous voyez, familièrement la confession fiscale. Bon, vous devinez que le contribuable, dans ces cas-là, il peut faire preuve d'une exquise modestie, vous voyez, c'est-à-dire il n'est pas nécessairement sincère. Et dans ce cas-là, il vaut mieux pour l'administration pouvoir corroborer les déclarations du contribuable par des informations reçues de la part de tiers qui, eux, a priori, n'ont aucune raison de dissimuler quoi que ce soit. Et ça, c'est donc le droit de communication, c'est-à-dire l'administration peut, comme son nom l'indique, demander à des tiers de lui communiquer des renseignements. Mais des renseignements qui ne le concernent pas nécessairement lui, le tiers. Par conséquent, ils concernent quelqu'un d'autre. Et donc, a priori, si vous voulez, il n'a pas de raison, comme je disais, de dissimuler. Alors, les personnes qui sont soumises à ce droit de communication, vous voyez, ce sont notamment les commerçants, les artisans, les membres de professions non commerciales, des professions agricoles. Vous voyez, vous avez ici les tribunaux également, les organismes de sécurité sociale, les administrations publiques, les organismes divers, et notamment les banques. Alors je dis les banques notamment parce que vous imaginez que là, une des sources d'information évidemment essentielles de l'administration fiscale, c'est de connaître les extraits de comptes bancaires. Tout à l'heure, à propos des demandes de justification, je l'ai évoqué. Évidemment, c'est avec ça que l'administration fiscale peut connaître un petit peu la situation financière de ce contribuable. Alors, ce droit de communication est donc exercé à l'égard de ces personnes, oui, qui a priori n'ont pas de raison de dissimuler. Les organismes de sécurité sociale, ils vont indiquer quelles sont, c'est important pour l'imposition des médecins en particulier, vous voyez. On demandera l'administration demandera les relevés de praticiens, tout ce que les praticiens ont pu demander comme remboursement. Les clients des praticiens ont demandé un remboursement. Donc, ça permet à l'administration fiscale, vous voyez, de corroborer ou d'infirmer ou de confirmer les déclarations qu'ont pu faire notamment les contribuables. Alors, du point de vue du formalisme, ici, le droit de communication, il n'y a pas de formalisme particulier. Simplement, l'administration recommande à ses agents d'adresser aux personnes un avis avant de leur demander la communication. Alors, ce qui est important ici, c'est que, vous savez que le droit de communication peut s'exercer, je vous l'ai dit, notamment à l'égard des commerçants. Il est bien entendu que dans ce cas, le droit de communication ne concerne pas le contrôle de ce commerçant. C'est fait pour communiquer à l'égard de l'autre. Il ne faut pas que le droit de communication dissimule une véritable vérification. Dans le droit de communication, on ne peut pas, l'administration ne peut pas exercer un véritable contrôle, c'est-à-dire, par exemple, de confronter les informations qu'il lui donne avec ses propres déclarations. Et il ne faut pas que ça soit confondu avec
une vérification dont je reparlerai dans quelques instants. Alors donc, ces moyens d'information, c'est d'abord les demandes contribuables, c'est le droit de communication, et puis, dans d'autres cas, souvent dans des cas relativement plus graves, il y a des procédures spéciales qui sont à la disposition de l'administration. Alors ces procédures spéciales, c'est d'abord le droit d'enquête. Alors le droit d'enquête, c'est un droit qui peut s'exercer sur place, et de manière inopinée sur place à l'entreprise, n'est-ce pas, et même de manière inopinée, et c'est destiné à rechercher les manquements aux obligations de facturation, et ça concerne les assujettis à la TVA. Vous savez, en matière de TVA, vous vous souvenez, quelle est l'importance de la facture? C'est la facture qui sert de lien entre l'assujetti, ses clients, pour les déductions, pour le calcul de la TVA brute. Et donc, il est important que les obligations relatives aux facturations soient respectées, et le droit d'enquête permet de faire cette vérification. Donc on peut faire cette vérification, l'administration peut faire sur place, et ensuite, si elle constate qu'il y a des irrégularités, elle pourra tenir compte de ceci et utiliser ces constatations qu'elle a pu faire et qui figureront dans un procès verbal. Elle pourra les utiliser dans le cadre d'une vérification de comptabilité dont je reparlerai dans un instant. Deuxième procédure, alors qui est prévue dans les cas quand même relativement graves, les droits de visite et de saisie. Alors, ce droit de visite et de saisie s'exerce sur tous les locaux, y compris les locaux privés. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il s'agit de rechercher dans les locaux, y compris les locaux privés, les documents intéressants, vous voyez, en particulier la vraie comptabilité. Vous savez, vous avez une comptabilité qui est présentée dans l'entreprise, ça c'est pas la vraie comptabilité est dissimulée dans le buffet de la salle à manger, et donc là l'administration peut exercer ce droit de visite et de saisie. Mais, c'est quand même ceci une atteinte aux libertés individuelles, c'est clair. Hein, si l'administration fiscale peut perquisitionner, entre guillemets, dans le locaux privé, c'est une atteinte aux libertés. C'est la raison pour laquelle ce droit-là est accompagné quand même de formalités relativement importantes destinées à préserver, et heureusement, la liberté du contribuable. Notamment, tout ceci se fait sous contrôle de l'autorité judiciaire. C'est-à-dire que l'administration ne peut procéder à ce droit de visite que après l'autorisation qui est délivrée par un juge, le juge des libertés de détention. Ensuite, le droit de visite doit s'exercer en présence, en principe, de l'officier de police judiciaire, vous voyez, donc ensuite, dans ce droit de visite, il s'agit de préserver notamment le secret professionnel. Si on fait un droit de visite, par exemple, dans les locaux d'un avocat ou dans les locaux d'un expert comptable, en principe, ici en pratique, vous voyez, dans ces cas-là, on demande à un représentant de l'ordre des avocats, de l'ordre des experts comptables, d'être présent de manière à pouvoir préserver le secret professionnel, le secret professionnel qui pèse sur ces professionnels. Donc ce droit de visite peut s'accompagner d'une saisie de documents, s'il y a des documents qui peuvent être utiles, qui seront ensuite évidemment restitués aux contribuables. Et alors ce droit de visite, bien sûr, permet de faire des constatations, il y aura un procès verbal qui sera rédigé là aussi, et le cas échéant, l'administration en tirera les conséquences du point de vue fiscal. Ensuite, il y a donc une procédure de flagrance fiscale. Alors, la flagrance, vous voyez, ça, le mot même indique ce dont il s'agit. Il a mis en œuvre pour des agissements, alors là, frauduleux, graves, n'est-ce pas, du style une activité occulte, des factures fictives notamment, ou du travail dissimulé. Mais ça ne peut être mis en œuvre, ceci est important, si vous voulez, qu'en cas de circonstances qui soient susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, vous voyez. Donc la flagrance fiscale, c'est donc des agissements graves, mais en plus, il y a le risque que la créance fiscale ne soit jamais recouvrée. Et donc là, l'administration peut mettre en œuvre cette procédure qui lui permet, pour ça c'est important le fait que ça soit réservé aux cas dans lesquels le recouvrement est menacé. Donc cette procédure permet à l'administration de prendre des mesures conservatoires, n'est-ce pas, immédiates, d'où le terme flagrance, vous voyez, de prendre des mesures immédiates, en particulier des mesures de saisie, pour préserver justement le recouvrement des créances fiscales. Alors c'est une procédure là quand même
très attentatoire aux libertés, parce qu'il y a une saisie. Alors on me dirait, mais enfin, ce sont quand même des fraudeurs. Oui, ça, effectivement. Mais enfin, bon, il faut quand même préserver un tout petit peu les libertés. Alors il y a certes des possibilités d'en prendre des mesures conservatoires et des possibilités de recours devant les tribunaux, bien sûr, mais comme les délais de recours sont très très courts, n'est-ce pas, pour un contribuable, c'est parfois un tout petit peu difficile de respecter ces délais. Tout ceci pour dire que la procédure en question est finalement assez peu utilisée par l'administration fiscale. Elle existe, elle est parfois utilisée, mais enfin quand même, l'administration l'utilise avec pas mal de parcimonie. Alors, autre procédure spéciale, alors c'est les pouvoirs d'audition de l'administration fiscale. Alors ça, c'est dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. C'est-à-dire que dans ce cas, l'administration peut auditionner un certain nombre de gens qui peuvent lui apporter des renseignements, voyez-vous. Ça peut être ce qu'on appelle communément un lanceur d'alerte, voyez-vous. Elle peut l'auditionner s'il est intéressé à des renseignements intéressants à apporter. Alors, il n'est pas obligé de répondre, l'administration l'invite, mais il n'est pas obligé de répondre. Alors, il est même prévu que l'administration peut rémunérer, le cas échéant, ces renseignements dans l'hypothèse où ils apparaissent intéressants. Le texte ne prévoit pas le tarif des rémunérations qui est déterminé par le directeur des finances publiques. Il ne prévoit pas le tarif. C'est dommage parce que ça pourrait susciter des vocations, peut-être ici. Mais enfin, c'est une procédure qui ne sera pas sans doute très souvent utilisée, encore qu'on verra. Puisque c'est tout nouveau, on verra. Ensuite, autre procédure, d'ailleurs également nouvelle, c'est la procédure de contrôle sur place des organismes qui délivrent des reçus fiscaux qui permettent aux tiers d'obtenir des réductions d'impôts. Vous savez, ça c'est assez classique quand on fait un don, quand on paie une cotisation à une association, on peut bénéficier de la réduction d'impôt. On vous le dit d'ailleurs, l'association dit voilà la cotisation et voilà le reçu qui vous permet d'avoir la réduction d'impôt. Et donc il y a une procédure qui permet de contrôler sur place. Alors ce que va contrôler l'administration, c'est pas l'organisme lui-même, n'est-ce pas? L'administration ainsi peut s'assurer que l'intéressé qui a fait sa réduction d'impôt a bien versé sa cotisation ou a bien fait le don, n'est-ce pas? Parce que ça peut arriver que parfois certains mettent dans leur déclaration une réduction d'impôt pour un don alors qu'ils n'ont pas fait réellement ce don. Et donc ici, cette procédure permet ainsi de le contrôler. Donc l'administration étant ainsi informée, les méthodes de contrôle qu'elle peut utiliser, et ce sont ces méthodes sur lesquelles on reviendra pour les expliquer plus en détail. D'abord, il y a le contrôle sur pièce. Ça, c'est le plus simple. Le contrôle sur pièce, eh bien, c'est le contrôle qui est exercé depuis son bureau par un agent de l'administration fiscale. Alors, vous voyez, cet agent, c'est dans les cas les moins complexes, bien sûr. Cet agent-là reçoit les déclarations, par exemple la déclaration de l'impôt sur le revenu. Et s'il a quelques doutes, il peut adresser une demande d'éclaircissement, vous comprenez, ou simplement des renseignements. Il peut, le cas échéant, s'il est dans les cas qui sont prévus, il peut adresser une demande de justification, voilà. Et puis, le cas échéant, il peut confronter les énonciations de la déclaration avec les éléments qu'il a reçus, avec le droit de communication. Oui, il peut faire le rapprochement, c'est assez simple. Contrôle donc sur pièce depuis le bureau, c'est le contrôle le plus simple, c'est celui qui quantitativement est le plus important. Ensuite, il y a les vérifications. Alors, les vérifications, ça implique un processus évidemment un tout petit peu plus complexe. Alors, les vérifications, il y a plusieurs séries de procédures prévues. Vous avez d'abord la vérification de comptabilité. Alors, la vérification de comptabilité, c'est l'examen sur place de la comptabilité d'une entreprise. Et donc la vérification de comptabilité, sur laquelle je reviendrai un peu plus en détail pour les procédures, la vérification de comptabilité ne peut s'appliquer évidemment que pour les entreprises qui sont tenues de présenter une comptabilité, c'est-à-dire essentiellement entreprises industrielles, commerciales, agricoles, mais aussi les bénéfices non commerciaux. Pour les autres revenus, les revenus des particuliers, vous voyez, il n'y a pas de vérification de comptabilité qui sont prévues. Pour les autres, puisqu'ils n'ont pas de comptabilité à présenter, pour ces autres revenus, les modalités de contrôle sont différentes de la vérification de comptabilité. Donc la vérification de comptabilité. Autre procédure, l'examen de comptabilité. Alors vous voyez la différence de terminologie, vérification d'un côté, examen de l'autre. Alors ici, c'est l'examen de comptabilité, c'est un contrôle à distance et non pas sur place,
à partir du fichier des écritures comptables qui sont traduites par la main. C'est-à-dire ce fichier des écritures comptables qu'on appelle selon son sigle le FEC, fichier des écritures comptables. Ah si, ici, ça concerne les comptabilités tenues selon un système informatisé, les comptabilités informatisées, vous voyez. Alors ici, dorénavant, vous voyez, une grande partie des comptabilités des entreprises sont informatisées. Ça, c'est clair, c'est bien. Et dans l'avenir, il y en aura encore beaucoup plus. Et donc ici, soyons très terre à terre, très concrets. Vous voyez. Quand on a une comptabilité informatisée, il est assez simple pour l'administration de demander à l'entreprise de lui transmettre ces fichiers informatiques. C'est facile, par Internet, pof, vous transmettez ce fichier-là, le FEC, le fichier des écritures comptables. Donc dans ce cas, vous voyez, il n'est pas indispensable pour les agents de l'administration fiscale à se rendre sur place, puisque donc là, l'examen de comptabilité, on y reviendra un peu plus en détail, mais très concrètement, ça consiste à demander à l'entreprise à transmettre par voie électronique ce FEC, ces fichiers, et là, l'administration effectuera le contrôle à partir de ce fichier, mais elle l'effectuera depuis le bureau, depuis son bureau, et ensuite on en tirera les conséquences, l'on verra. Ensuite, mais ça implique donc que la comptabilité soit informatisée, ce qui, je répète, est le cas. Mais pour le cas où on veut vérifier des particuliers, notamment, et qui n'obtiennent pas de comptabilité. Alors à ce moment-là, l'administration pourra utiliser une autre procédure, qui est l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. Alors cet examen-là, contradictoire, ça consiste, on aura l'occasion d'y revenir, mais ça consiste à contrôler, à vérifier la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie de ce contribuable. Vous voyez que très souvent, cet examen contradictoire commence par la demande de justification dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, l'administration dispose des extraits bancaires, là, par le biais du droit de communication. Elle est dans le cas qui est prévu, vous savez, dans la loi que j'évoquais tout à l'heure, notamment la règle du double. Elle adresse la demande de justification et, le cas échéant, si cette réponse ne la satisfait pas complètement, elle pourra lancer un examen plus approfondi, qui est cet examen contradictoire de la situation. Vous voyez, elle fait la balance de trésorerie, comme on dit, vous voyez, en disant voilà ce que vous avez encaissé, voilà ce que vous avez décaissé, ça résulte des extraits bancaires, et donc je vais examiner de manière plus approfondie si cette situation de trésorerie qui résulte de vos comptes bancaires, si c'est cohérent, vous savez, le mot cohérence figure dans la loi, si c'est cohérent avec les revenus que vous avez déclarés. On verra plus en détail ceci. Ensuite, les autres vérifications. Alors d'abord, autre vérification, insuffisance du prix. Alors ça concerne les droits d'enregistrement. Revenons un instant en arrière sur les leçons concernant les droits d'enregistrement. Vous vous souvenez, les droits d'enregistrement sont calculés sur les valeurs, ce qui signifie que l'administration peut remettre en cause le prix qui figure dans l'acte si elle estime que la valeur réelle du bien qui a été transmis est supérieure à ce prix. Même, je répète, si le prix qui est prévu, c'est bien celui qui a été payé. Vous voyez, c'est une insuffisance, ce qu'on appelle insuffisance de prix. Mais qu'il ne faut pas confondre avec une autre procédure qui est la dissimulation du prix. En effet, là aussi, revenons un peu en arrière, l'insuffisance du prix, c'est fait pour le calcul des droits d'enregistrement. La dissimulation, alors là, ça serait essentiellement pour le calcul des plus-values. Les plus-values, vous vous souvenez, les plus-values, c'est le prix de vente moins le prix d'achat avec les modalités particulières d'abattement que nous avons vu. Mais le problème du prix de vente, vous voyez, dans une plus-value, puisque le montant de la plus-value dépend du prix de vente, là. Et si l'administration estime là que le prix qui a été déclaré n'est pas sincère, voilà. Dans ce cas, elle ne peut pas appliquer le principe, la procédure de l'insuffisance. Elle ne peut pas dire non, ce prix que vous avez pratiqué n'est pas conforme à la valeur réelle, donc je vous fais non. Dans ce cas, l'administration ne peut remettre en cause le prix qui figure dans l'acte que si elle apporte des éléments concrets qui atteste qu'il y a eu dissimulation du prix. Oui, c'est différent. L'insuffisance, c'est de dire,
la valeur vénale réelle que j'ai déterminée par comparaison, par exemple, est donc supérieure au prix. Et donc, moi, administration, compte tenu de ça, je calcule le droit d'enregistrement sur la valeur, quand bien même c'est le prix de l'acte que vous avez payé. Tandis que là, pour la plus-value, non, c'est beaucoup plus compliqué. L'on dit, vous avez payé ce prix-là, mais il faut apporter les éléments sur lesquels une partie a été dissimulée, été payée sous la table. Hein. C'est pas commode, hein, c'est pas commode pour l'administration. Mutation secrète. Mutation secrète, comme leur nom l'indique, n'est-ce pas? Alors, les mutations secrètes, c'est par exemple, j'y ai fait une petite allusion dans une précédente leçon, vous vous souvenez, en matière de droit d'enregistrement, sont imposables, entre autres, les cessions de fonds de commerce ou les conventions de successeurs, vous savez, les sommes que l'on verse et qui permettent à une personne de succéder à une autre, d'exercer l'activité qui était exercée par le prédécesseur. Ces mutations-là peuvent être dissimulées sous une autre forme. Par exemple, au lieu de dire qu'on vend un fonds de commerce, on dit on vend du matériel, on vend ceci, on vend des éléments, vous voyez. Et alors, à ce moment-là, l'administration peut, mais alors il faut qu'elle le justifie, hein, peut apporter des éléments en disant non, en réalité, vous nous dites que vous avez vendu du matériel, par exemple, en réalité, c'est un véritable fonds de commerce que vous avez vendu, ou bien alors, à propos des conventions dites de successeurs, vous voyez, la somme que vous avez encaissée, oui, en réalité, c'est une mutation de successeur, et donc, du coup, il faut payer les droits d'enregistrement, il faut que l'acquéreur paie les droits d'enregistrement. Ensuite, il y a la restitution du véritable caractère d'un contrat ou d'une convention. Alors ceci notamment dans le cadre de la procédure dite de l'abus de droit. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est le cas dans lequel on a passé une convention, un contrat, mais en réalité, le contrat en question n'est pas, en la réalité, ce qui est indiqué, n'est-ce pas? La véritable nature est masquée, c'est-à-dire, comme on le dit souvent, c'est une sorte de rideau de fumée, Et donc, l'administration, dans ce cas-là, peut restituer la véritable nature de ce contrat. Alors, ça sera, par exemple, le cas des contrats que l'on peut qualifier de fictifs. Prenons un exemple, l'exemple très répandu, n'est-ce pas, et qui renvoie aussi au droit d'enregistrement. Vous savez, dans les droits de succession, vous avez vu que les droits de succession, le tarif est évidemment relativement sévère lorsqu'on n'est pas en ligne directe. Alors imaginez la situation type, imaginez une vieille tante ou un vieil oncle qui n'a pas d'enfant et donc qui a un patrimoine, qui a par exemple des immeubles. Dans ce cas, il peut se dire, ah ben oui, mais à mon décès, mon neveu, ma nièce risquent de payer des droits de succession très élevés. Et donc, pour essayer de détourner ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une vente. Ils disent, je vends l'immeuble. Donc, les droits de vente sont, vous savez, vous avez vu, hein, bien inférieurs aux droits de succession. Il fait une vente. Sauf que la vente est fictive parce que, par exemple, l'un a donné l'argent, le chèque, mais on lui a rendu, n'est-ce pas? Le neveu a donné le chèque à l'oncle lui rend. Donc c'est une vente qui est de la mentire. Alors c'est là que l'administration, vous voyez, peut le requalifier en disant non, vous avez fait un contrat qui est qualifié de vente. En réalité, c'est pas une véritable vente, c'est une donation. Et donc là, on vous applique les droits de donation. Alors c'est également le cas lorsque on peut remettre en cause un montage qui a été fait dans un but exclusivement fiscal, vous voyez, c'est-à-dire c'est une évasion fiscale, il n'y a pas de but autre que fiscal, il n'y a pas une réalité économique derrière, donc l'administration peut ainsi remettre en cause ce montage, avec à la clé, nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine leçon, des pénalités. Bon, c'est pas facile, hein. Ça, il faut que l'administration, pour remettre en cause un montage parce qu'il a un but exclusivement fiscal, c'est un abus de droit, comme on dit, c'est pas du tout facile à mettre en œuvre, hein. C'est pour ça que les cas d'application en pratique ne sont pas des cas d'école, mais enfin, c'est quand même pas très répandu, disons une petite centaine par an. C'est déjà pas mal quand on y est, surtout. Enfin, ce n'est pas quand même très répandu. Donc voilà toutes les procédures qui sont à la disposition de l'administration. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur la plupart d'entre elles. Je vous remercie. Au revoir.